Julien, en 10 lettres, personne qui met son corps à disposition contre de l'argent. Ah, je l'ai. Mercenaire. Ouais, mercenaire, ça rentre. Ce sont des mercenaires, ces hommes suisses qui ont décidé de rejoindre l'armée ukrainienne. J'avais des contacts pour l'Ukraine, alors j'étais là-bas. On nous lâche directement sous les obus. Si j'avais eu des contacts pour me battre pour les Russes, j'aurais été en Russie, je sais pas. Ils seraient actuellement une dizaine en Ukraine. Ils sont en fait les derniers héritiers d'une grande tradition helvétique, aujourd'hui interdite, mais qui a façonné notre pays jusqu'à aujourd'hui. Une histoire de sang, de guerre et d'argent. Entre 1 et 2 millions d'Helvètes y auraient participé, loin, très loin de l'image du bon Suisse peinard, neutre et pacifique. Alors pourquoi on a cassé des genoux pour des sous? On vous dit tout. Pour comprendre les origines du mercenariat à Croix-Blanche, il faut retourner au XIIIe siècle. À l'époque, la Suisse, c'est quoi? C'est 3 cantons qui viennent de prêter serment sur la prairie du Grütli. 3 cantons qui tentent aussi de lutter contre la puissante famille autrichienne des Habsbourg. Et ça marche par 2 fois, 2 grosses raclées envoyées aux Autrichiens, l'une à Morgarten en 1315, l'autre à Sempach quelques décennies plus tard. Résultat, les premiers confédérés seront désormais réputés comme des guerriers redoutables et seront de plus en plus demandés dans les armées étrangères. Une réputation encore accentuée par les victoires suisses contre la Bourgogne à la fameuse bataille de Morat notamment. Morat-Fribourg en Côte de Maille, plus compliqué À partir de ce moment-là, on est clairement considérés comme les meilleurs soldats de l'Europe. Diamine se mi ricordo i svizzeri, guerrieri feroci e temutissimi. Tutti i sovrani li volevano nei loro eserciti. L'autre origine principale du mercenariat réside dans l'appât du gain. À l'époque, cette Suisse en construction est très pauvre, très rurale aussi, et s'engager à l'étranger peut rapporter gros. Vers 1550 environ, un mercenaire suisse gagne presque 2 fois plus qu'un paysan zurichois, ou qu'un réalisateur bullois. À cela s'ajoutent les pillages, tout sauf rares à l'époque. Si vous rasez un village puis que vous faites les poches, ça arrondit les fins de mois. Si au début le mercenariat s'effectue sur quelques semaines et que les militaires sont enrôlés un peu à la fraîche par des chefs de guerre privés, la pratique va se professionnaliser dès le XVIe siècle avec l'apparition du service dit capitulé. Là, des accords sont passés en fait entre autorités politiques pour l'enrôlement des soldats, un peu à la manière d'un joueur de foot transféré d'une équipe à une autre via un contrat, sauf que le ballon, c'est une tête de bourguignon. Franchement, Stephen avec une cotte de maille et une épée, on aurait gagné l'euro là. Je sais même pas qui c'est, Ce mercenariat devient alors un marché et une véritable affaire d'État, avec un fonctionnement souvent bien rodé. En gros, ce sont les cantons qui contrôlent le business, le tout avec l'aide d'intermédiaires, des riches familles pour la plupart, censées dénicher des soldats qui seront finalement envoyés aux clients. Et les Yankees, c'est qui? Les souverains européens en guerre, évidemment. Les cantons profitent à fond de ce système et bénéficient d'avantages douaniers ou commerciaux. Cela leur permet également de maintenir de bonnes relations avec les cours européennes. Si on leur envoie des soldats, ils nous laissent tranquilles, évidemment. Mais surtout, les cantons et les riches familles suisses, donc, encaissent un paquet de thunes. Certains historiens estiment que les montants versés ont représenté jusqu'à 100% d'un budget annuel cantonal. C'est vraiment une source hyper importante pour les cantons en fait pour se financer. Cela dit, les soldats engagés tireront aussi des bienfaits personnels de leur engagement. Un salaire, ce qu'on appelle une solde, évidemment, ils vont pas faire ça gratos, mais aussi d'autres avantages fiscaux notamment. C'est le cas en France dès 1481. Des soldats suisses donc qui bénéficient de privilèges fiscaux français. Marrant c'est quand même. Côté réputation, les Suisses sont de plus en plus demandés à mesure que les siècles avancent. On leur prête d'incroyables qualités guerrières. Ils sont robustes, fins tacticiens, et on raconte parfois les pires horreurs quant à leur comportement sur le champ de bataille. Un chroniqueur zurichois, Félix Emmerli, décrit par exemple comment les Suisses arrachèrent le cœur de la poitrine d'un de leurs prisonniers alors qu'il respirait encore. Avant d'ajouter, attention c'est chaud, qu'au mépris de toute humanité, ils se servirent de sa graisse comme ils l'auraient fait de celle d'un cochon pour frotter leurs jambières et leurs chaussures. Bref, à force d'être bons sur les champs de bataille, les Suisses vont se sentir pousser des ailes et vont même commencer à penser à leur propre conquête possible. On s'est même permis d'attaquer et de tenter un peu d'agrandir notre territoire.
Malheureusement, ça va pas vraiment se passer comme prévu. Direction l'Italie, vers l'an 1500. Julien, 1515. 1515, c'est quoi? C'est le numéro de l'ambulance si jamais je fais une chute de tension? Non, 1515, c'est pas le numéro des pompiers ou de l'ambulance. 1515, c'est Marignan. Et Marignan, c'est quoi? C'est une victoire française sur les Suisses. Une bataille qui va transformer la Confédération alors naissante et son mercenariat. En très très gros, voilà ce qui se passe. À l'époque, l'Italie est très loin de ressembler à ce que l'on connaît aujourd'hui. La botte est disputée entre plusieurs puissances européennes. Parmi elles, la France, notamment, encore elle, qui tente principalement de s'accaparer la région de Milan. Les mercenaires suisses, eux, sont d'abord majoritairement du côté français, mais des désaccords, on parle de salaires non versés notamment, poussent les confédérés à l'offensive. Ils décident alors d'étendre leur propre territoire. Milan devient même un protectorat suisse. Ciao, sono Tristano di Ginevra. Alors je suis pas sûr de l'accent, mais j'ai des origines italiennes. J'ai le droit. Mais tout s'arrête ce fameux jour de septembre 1515 à Marignan. Environ 10 000 Suisses vont alors finir en escalope milanaise et périr face aux armées du roi François Ier et de ses alliés. De Marignan va naître une critique du mercenariat, une pratique qui rendrait les Suisses trop belliqueux et avares. Du coup, de plus en plus de voix demandent de mieux réglementer le service à l'étranger. Parmi elles, le grand réformateur zurichois de l'époque, Ulrich Zwingli. Conséquence de ce désastre, les Suisses vont cesser de passer à l'offensive pour leur propre compte. Le mercenariat, lui, tentera d'être mieux encadré, mais surtout, un traité de paix perpétuel est signé avec la France. Ça se passe à Fribourg en 1516. Favorable à certains égards pour la Suisse, cet accord va surtout être à la base d'un magistral retournement de veste à croix blanche version XXL, puisque les confédérés vont rebasculer côté français. Les mercenaires suisses deviennent alors le vivier guerrier de l'hexagone naissant, et ça pour les 300 prochaines années. Dès la fin du XVe siècle, s'il y a donc bien une place où il faut être quand on est mercenaire suisse, c'est la France. En fait, clairement, c'était nous, les frontaliers à l'époque, puisque notre voisin a accueilli et rétribué des milliers de confédérés. Jusqu'à 20 000 Suisses étaient au service du roi au même moment. La France où naît par ailleurs la toute première unité helvétique permanente, la Compagnie des 100 Suisses. Une compagnie dont on célèbre toujours aujourd'hui le souvenir lors de la fête des vignerons à Vevey. Ça, c'est la version solennelle, mais il y a aussi la version plus festive. Ceux-là, ils manient plus souvent le cubit de gamet que la hallebarde, si je peux me permettre. Bref, les Suisses sont partout là où les Français se battent. L'organisation des troupes, elle, se précise avec des paiements plus réguliers, alors qu'apparaissent des régiments suisses portant le patronyme de leur colonel, avec des noms à consonance pour le moins très suisses. Très Soch, comme le régiment d'Isbar. Présent. Steiner. Présent. Castella. Présent. Girardin. La réputation des Suisses n'est plus à faire et les confédérés s'exportent dans toute l'Europe. Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne ou Vatican. On y reviendra. Quitte même parfois à s'affronter les uns les autres, notamment si des mercenaires bullois croisaient des Genevois. Oui, mort, si blessé. Mais tout ça, ça va pas durer. Dès le 18e, le nombre de mercenaires suisses diminue. En cause notamment des salaires en baisse et des nations naissantes qui comptent de plus en plus sur leurs propres armées. Et puis intervient une sorte de coup de grâce. En 1792, en pleine période de la Révolution française, 300 gardes suisses sont massacrés au palais des Tuileries à Paris en tentant de défendre le roi Louis XVI. Nous sommes Schwytz, et les Schwytz n'abandonnent les armes qu'avec leur vie. Et c'est un choc dans le pays. C'est un peu le début de la fin pour le mercenariat suisse en Europe. Mais pas de soucis. On va partir à l'assaut du monde. On l'ignore souvent, mais des milliers de mercenaires suisses participent au processus de colonisation. Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Asie, ils sont partout. Leur tâche principale, c'est d'appuyer les puissances occidentales dans leur conquête, mais aussi surveiller les esclaves actifs dans les plantations, quitte à mater certaines révoltes. Un exemple, près de 8000 Suisses ont ainsi servi dans l'armée coloniale néerlandaise en Indonésie, entre 1815 et la Première Guerre mondiale.
Mais les temps changent, hein. On est au 19e siècle et le mercenariat est de plus en plus critiqué, condamné même par des milieux très divers en Suisse. On le juge immoral mais aussi incompatible avec les idéaux des Lumières et l'idée de neutralité dont la Suisse est officiellement affublée au Congrès de Vienne. Comment être neutre si vos citoyens vont casser la figure à tout le monde? C'est également à cette époque que naît la Croix-Rouge et la tradition humanitaire. À cela s'ajoute la création de la Suisse moderne en 1848 et la création d'une armée propre au pays. Résultat, loi après loi, le service à l'étranger est définitivement interdit par le code pénal militaire en 1927. Finito le mercenariat. Mais on n'oublie pas des siècles de tradition aussi rapidement. Non, des dizaines de milliers de Suisses vont encore s'exporter sur les champs de bataille, guerre de sécession américaine, guerre civile espagnole ou première et seconde guerre mondiale. Sans oublier la Légion étrangère, cette troupe d'élite française où 40 000 Suisses s'y seraient engagés au cours des 2 derniers siècles. Et que ce soit en Indochine ou en Algérie, avec des traumatismes à la clé et des témoignages parfois glaçants. On en a perdu une chier. Le premier bougnoul qu'on voyait en face de vous, il n'avait aucune chance. Il a beau lever les bras, on le tuait quand même. Tout le monde qu'on trouve qui est armé, on le tue. Il n'y a plus de prisonniers à ce moment-là. C'est nous qui avons fait un massacre. Ces citoyens suisses de la Légion étrangère, on peut les considérer comme les derniers à s'être engagés en nombre à l'étranger. Quoique, il y a comme un éléphant qu'on n'a pas abordé dans la pièce. Ça se dit? Aborder un éléphant dans la pièce? La garde suisse du pape, pardi. C'est elle clairement la dernière troupe de mercenaires suisses. Postée au Vatican depuis le début du XVIe siècle, elle a aussi connu des sacrés coups durs, comme le sac de Rome en 1527, où près de 150 gardes suisses vont périr pour défendre le pape face aux troupes mutinées de l'empereur Charles Quint. Il y a un autre coup dur, c'est les uniformes de la garde suisse. Montage photo. Mais alors pourquoi les gardes suisses ont encore le droit aujourd'hui de servir à l'étranger alors que, on l'a vu, la pratique est interdite depuis près d'un siècle en Suisse? Eh bien parce qu'ils ne sont plus considérés comme un corps d'armée étranger, mais comme un corps de police qui défend le pape. Et du coup, c'est ok. Reste maintenant à savoir ce qu'on fait aujourd'hui de cet héritage. Qu'est-ce que cette histoire nous a légué? Comment la perçoit-on? Plutôt comme une honte, une trahison face à la neutralité suisse, ou plutôt comme une preuve de courage et une possibilité à l'époque de contrer la misère qui frappait nos terres? Et que faire de ces quelques Suisses qui sont aujourd'hui en Ukraine? Les punir comme l'exige la loi ou doit-on comprendre leur engagement? Ce qui est sûr, c'est que le mercenariat a façonné le pays dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut rappeler qu'on estime à environ 1 voire 2 millions le nombre de Suisses ayant servi à l'étranger, ce qui a permis des retombées économiques importantes à l'échelle d'une famille, mais aussi de tout un canton. Le mercenariat a aussi engendré la circulation des idées, l'influence de la France et des Lumières notamment. Certains officiers apprirent des langues étrangères, alors que d'autres mercenaires ramenèrent des habitudes adoptées dans les colonies. Fumer le tabac par exemple. Super. Certains historiens estiment enfin que le mercenariat a même contribué à protéger la Suisse. La raison, c'est que les souverains étrangers étaient si dépendants des combattants confédérés qu'il était impensable pour eux de nous attaquer. Le mercenariat nous a donc aussi permis le maintien de bonnes relations diplomatiques avec nos voisins. Mais tout n'a pas été positif, loin de là. À l'inverse, le mercenariat a parfois aussi créé des pertes démographiques importantes dans les régions. Les soldats qui revenaient vivants du combat, eux, étaient souvent mutilés, traumatisés de leur expérience à l'étranger, une expérience durant laquelle le mal du pays était fréquent, tellement qu'on raconte même qu'il a fallu interdire ça. Le mythique rang des vaches. Jean-Jacques Rousseau en personne explique, dans son dictionnaire de la musique, que ce chant faisait, je cite, « mourir ceux qui l'entendaient tant il excitait en eux l'ardent désir de revoir leur pays ». Julien, toi en tant que Bullois, t'as aussi envie de mourir quand t'entends le rang des vaches? Appelle le 1515. La perception du mercenariat a fluctué, s'il est plutôt décrié au 18e, 19e parce que nuisible à la cohésion nationale, il devient un élément constitutif de l'identité nationale au siècle dernier. On y exalte alors le courage et la fidélité des mercenaires d'antan. En même temps, c'est aussi à ce moment que le principe de neutralité devient un élément clé pour l'image de la Suisse, surtout à l'heure des 2 conflits mondiaux.
Plus question dès lors pour les autorités de voir l'un de nos compatriotes sur un champ de bataille. Finito. Servir à l'étranger, c'est terminé. Et ceux qui tentent l'aventure sont envoyés en prison. Mais aujourd'hui, certains remettent en cause cette interdiction. La guerre en Ukraine a remis la question sur la table. Aux dernières nouvelles, il y aurait actuellement une dizaine de Suisses dans le pays, dont ce sniper Chafouzois, remonté contre les autorités. Il y a une grande lâcheté de la part de l'État. Ailleurs, c'est différent. À ce que je sache, les Français, les Italiens aussi, les Américains, les Israéliens, ils viennent tous ici. Et quand ils rentrent, chez eux, on leur dit merci. Et un sniper remonté contre moi, moi ça me fout un peu les jetons quoi. Et cette question de l'interdiction fait débat au niveau politique aussi. Certains estiment qu'il faudrait assouplir les règles parce qu'il y a des guerres justes comme celle menée contre la Russie. Là, c'est certains qui pensent ça. On devrait pouvoir insister plus sur la valeur du combat, ce que Michael Walzer appelait la guerre juste. Et la guerre juste, elle est toujours légitime. Et ceux qui pensent que ces engagements mettent en danger la neutralité. La Suisse, depuis, en gros, le traité de Vienne, peut-être même avant, considère qu'il est de son intérêt de ne pas se mêler de conflits dans lesquels elle n'est pas directement impliquée. Bref, la question divise. Une question de l'engagement à l'étranger qui fait aussi l'actualité jusqu'au Parlement. Là, ça concerne les Suisses qui se sont engagés dans la résistance française contre les nazis. 2 initiatives demandent aujourd'hui de les amnistier. Et vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que les mercenaires suisses, c'était des héros ou est-ce que c'est des gens qui se battent pour leur cause et qu'on devrait punir parce que ça met en danger notre neutralité? Pour terminer cette émission, j'aimerais dire un gros merci à l'historien Alain-Jacques Tornard qui a relu un peu tout ça. S'il y a des coquilles, c'est de notre faute. Et un grand merci à notre légionnaire, notre mercenaire Adrien Krause qui s'est battu pour écrire cet épisode et qui a fait un super boulot. Big up. Yoba, yoba. Je connais pas la suite.